Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Merci beaucoup Sylvain et bienvenue sur Tipping Point. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors Sylvain, tu es conseiller engagement des entreprises auprès du Haut Commissaire à l'Emploi et à l'Engagement des entreprises. Tu es aussi le cofondateur de Your Mission, une société de conseil qui accompagne des dirigeants engagés. Et tu as récemment écrit un livre avec Cyril Ariel, Nos raisons d'être. Et pour tout te dire, mais tu le sais déjà, c'est en tombant justement sur ce livre qu'on a eu très envie de passer un moment avec toi, parce que ta démarche et votre démarche est vraiment en lien avec ce qu'on défend sur Tipping Point, à savoir que les entreprises et leurs leaders ont un rôle à jouer dans la construction du monde de demain. Et donc, vous êtes parti interroger, je crois, 37 personnalités engagées pour mieux comprendre et initier les conditions de développement d'une société plus engagée, plus humaine, plus durable, et avec l'intention forte de comprendre, mais aussi d'être dans l'action. Bon, je crois, et tu nous l'as dit, que tu es plutôt quelqu'un de discret, tu es celui qui conseille, mais ce matin, c'est vraiment toi qu'on souhaitait entendre, qu'on souhaitait connaître, et connaître un peu mieux tes tipping points à toi. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, Sylvain, te présenter ? Oui, je pense que vous l'avez bien dit. Moi, je suis depuis maintenant 12 ans. Je travaille dans ce secteur avec un fil rouge qui est de systématiquement conseiller des dirigeants politiques d'abord, parce que j'ai commencé ma carrière au sein d'un cabinet de département rural, c'est le Puy-de-Dôme, au sein duquel j'avais la charge de conseiller le président Jean-Yves Goudbel et notamment un de ses vice-présidents très charismatiques, s'appelait Michel Charasse, qui dernièrement était au Conseil constitutionnel sur tous les enjeux de développement de l'écosystème ESS, notamment de l'action sociale, la solidarité, des grands temps forts du département, et c'était une expérience importante parce que c'est quelque chose qui concrétisait un premier contact avec le monde associatif. On avait cofondé avec un certain Maxime Werner une association qui s'appelait l'association des jeunes de France, où on avait avec Maxime essayé de porter en France le développement des politiques publiques pour les jeunes qu'on trouvait assez faibles. C'était il y a très longtemps, parce que l'association a été lancée en 2009. Et donc cette première expérience était assez fondatrice, parce que c'était le premier contact avec les dirigeants politiques, et le fait de se rendre compte qu'on pouvait, à l'échelle des écosystèmes au sein d'un territoire comme le Puy-de-Dôme, changer considérablement les choses. Et premier contact aussi avec le mécénat, avec l'engagement des entreprises, parce qu'on avait ce projet à l'époque de classement du Puy-de-Dôme au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc le département avait impulsé la création d'une fondation territoriale, et c'est là en fait que les premiers contacts avec les entreprises engagées, la société civile qui se ralliait aux entreprises justement autour de grandes causes, et des dirigeants politiques, tous ces mondes-là qui habituellement s'opposent, finalement travaillaient ensemble pour un projet emblématique. Et c'était assez structurant comme expérience. Ma deuxième expérience, c'est vrai que j'ai travaillé 6-7 ans chez TBWA au sein d'une filiale qui était vraiment dédiée aux structures de l'intérêt général et aux entreprises engagées, qui s'appelle Excel TBWA. J'ai rencontré là c'était une rencontre tout aussi déterminante que le président Goudbel, Lyoko Miyoshi, la directrice associée de l'agence, qui
qui structurait justement toute la partie philanthropie, mécénat, RSE, et qui a été qui reste une deuxième maman aujourd'hui, qui est extrêmement importante. Moi, dans mon parcours, parce qu'elle m'a tout appris au niveau des méthodes. C'est comment on conseille les dirigeants, les entreprises dans la structuration de leurs engagements, comment on accompagne les associations dans tous les leviers de développement de leur cause d'intérêt général. Ça a été elle m'a apporté vraiment toutes les réponses via des méthodologies assez structurantes elle aussi. Ensuite, j'ai rejoint de mon côté le réseau de Claude Bébéard, donc qui était le fondateur et président d'AXA, qui s'appelle les entreprises pour la cité. Et c'est pareil, c'est-à-dire que on parle de Jean-Yves Goudbel, Yoko Miyoshi, Claude Bébéard, c'est des rencontres qui comptent pour y structurer toute la partie engagement des entreprises. Donc IMS Entreprises pour la cité, à l'époque, c'était un réseau qui réunissait, et ça c'est une très très belle histoire, qui date d'il y a 30 ans, qui réunissait des dirigeants d'entreprises qui, il y a 30 ans, étaient convaincus que les entreprises devaient s'engager pour changer le monde. Et donc c'est des défricheurs, à l'époque, les Claude Bébéard, Henri Lachmann, Clara Guémard, tous ces grands patrons qui se sont dit ok, on va créer IMS Entreprendre pour la cité et fédérer toutes les entreprises qui en France veulent s'engager pour un monde plus juste. Donc ce réseau d'entreprises, moi j'ai eu la chance de le rejoindre il y a quelques années pour essayer d'y renouveler toute la vision justement du mécénat et des engagements citoyens des entreprises en France. Il y avait une sorte de clivage idéologique. On se disait en France que le mécénat devait être déconnecté des enjeux business de l'entreprise. Et nous, on considérait au contraire que c'était un investissement citoyen comme les autres et que ça pouvait être le point d'ancrage d'un système d'investissement extrêmement riche pour l'entreprise. Et pareil, une période extrêmement structurante là aussi dans la confrontation et la rencontre de très grands dirigeants qui profondément, déjà à l'époque, c'était en 2014, 2015, avaient vraiment envie de s'engager. Et ça, c'était assez fort de voir déjà ces défricheurs, ces dirigeants, et de devoir commencer à les accompagner dans leurs ambitions, vouloir considérablement réaligner leurs valeurs avec celles de leur entreprise et puis transformer l'entreprise de l'intérieur, notamment via des politiques d'engagement citoyen proactive. Voilà, après direction générale de Pro Bono Lab pour apprendre ce qu'était le métier de directeur général aussi d'une association entrepreneur sociale avec toutes ces subtilités, ces difficultés. C'est une équipe très jeune, on a une croissance en 3 ans de 200%. On est passé de 15 à 35 collaborateurs en 3 ans. C'était une expérience très enrichissante. Un peu plus à l'étroit sur le sujet qui était le mécénat de compétences, le pro bono, même si la transmission de compétences c'est vraiment un engagement universel. Quand le fait de donner ses compétences, c'est quand même quelque chose de qui est un engagement qui vient profondément de soi. Et je crois que c'était vraiment l'expérience la plus structurante sur l'apprentissage de la gestion d'une structure et aussi toute la complexité de cette jeunesse, cette nouvelle génération qui se retrouve aujourd'hui à la fois militante et pleine d'ambition au sein d'une structure d'intérêt général qui a grandi très vite, peut-être trop. Voilà. Et puis récemment, je pense que vous l'avez dit, l'idée c'était de se concentrer, de se consacrer à des projets un peu plus personnels, dont l'écriture de ce livre, dont on va certainement reparler. Et puis en effet, créé avec, je parlais de Maxime et ça boucle la boucle. Maxime Werner, c'est quelqu'un que j'ai rencontré très très tôt et avec qui on avait créé cette association et qui est devenu maintenant mon associé. C'est l'un des 3 associés que j'ai chez Your Mission, qui en effet accompagne les dirigeants, vraiment très spécialisé sur des logiques d'advisory dans tous leurs grands défis en vrai. Que ce soit des dirigeants d'associations, d'entreprises ou des dirigeants politiques. Et avec Laura France et Jeanne Bretéché, Maxime, on accompagne des dirigeants de différentes structures. Aujourd'hui, on travaille autant pour Chanel que pour Bolloré, Thales ou d'autres, ESSEC, Ashoka, pour justement essayer de faire en sorte d'aller plus loin dans les engagements de ces structures via leurs dirigeants.
Et puis, en effet, l'opportunité a fait que, encore une fois, une main tendue, une rencontre a fait que j'ai pu intégrer aussi dernièrement le cabinet du haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, donc Thibaut Gully, qui a cette mission pour le président de la République, dans la continuité de ce qu'il avait lancé en juillet 2018, de structurer en France le plus gros réseau d'entreprises engagées, qui s'appelle Les Entreprises s'engagent. Et donc voilà, c'est son directeur de cabinet, Mathieu Mocor, qui m'a dit, OK, ça peut être là aussi un alignement de planètes, que tu viennes nous aider sur la fin du mandat du président de la République à structurer, à faire en sorte que ce projet puisse prendre l'envergure qu'il mérite en France. Et on en est là. Voilà pour la présentation. Alors voilà, tout de suite présentation du parcours professionnel. Je sais pas si c'était la question, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété, moi. Sylvain, tu dis, tu démarres en tant que conseiller dirigeant politique, notamment dans le Puy-de-Dôme. Qu'est-ce qui t'emmène directement dans cette voie-là, dans la politique? En fait, moi, je considère que la politique, elle est protéiforme et que, en fait, finalement, tout est très politique, que ce soit l'engagement des entreprises qui deviennent à mission ou qui définissent une raison d'être, le citoyen qui va marcher pour le climat ou qui va suivre un certain nombre de leaders engagés même sur les réseaux sociaux qui revendiquent l'appartenance à une conviction, en tout cas qui s'en fait voire même encore une fois bien sûr les dirigeants des associations. Et en fait ce qui m'a amené très tôt à la politique, c'est qu'en fait moi mon parcours ça a été l'obsession, c'était de savoir comment on pouvait changer les choses, mais finalement à un niveau macro. Et en fait avec Maxime très tôt, donc on a créé cette association. Quand je rencontre Maxime, on est à l'école, et puis il a 3 ans de moins. Et il va tous les après-midi, tous les soirs et tous les week-ends, il prend sa photocopieuse, une photocopieuse portable, il va dans les écoles, dans les banlieues, en sortant de l'école, et il inscrit des personnes qui n'étaient pas inscrites sur les listes électorales par procuration, comme ça. Et du coup, il leur permet, pour certains, de voter pour la première fois. En fait, en tout cas, il fait vraiment les démarches à leur place. Il a 16 ans quand il fait ça. Et nous, on est à l'école ensemble, et on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui a zéro limite là dans notre classe, et qui donne vraiment les moyens de relever ses ambitions. Et d'ailleurs, ce qui est assez incroyable, c'est que l'histoire retiendra que la première fois qu'il a voté, Maxime, c'est pour lui-même au municipal. Il avait 18 ans. C'était le plus jeune candidat à l'élection municipale. Et en fait, c'est une personne assez importante et déterminante, parce que, comme je le disais, en préparation, c'est beaucoup les personnes en fait que l'on rencontre qui nous poussent d'abord à s'affirmer, qui on est, et surtout les personnes comme moi qui avons besoin des autres pour exister. C'est une personne qui m'a considérablement donné le goût de l'engagement, et surtout qui m'a très vite appris que tout était possible. On pouvait avoir 17 ans, être candidat à la municipale, à 21 ans se présenter à la présidentielle. Tout était finalement assez simple dans la vie à partir du moment où on avait envie. Et en réalité, c'est vrai que du coup, très vite, il y avait cette conviction-là que rien n'était impossible, et que il y avait plusieurs levées d'action pour essayer de changer ce monde-là. Et c'est vrai que moi, j'étais convaincu au départ que le changement, il venait du public et du politique. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus justement plus efficace aujourd'hui, comment avoir un meilleur impact que justement en étant dans le système politique. C'était la première intuition. C'était pas forcément la bonne, je crois, parce qu'après justement l'idée ça a été d'aller côté associatif, accompagner le monde des entreprises, mais ce qui a fait naître en tout cas cette vocation là, c'était vraiment cet ami qui prenait les codes du politique, qui les modernisait, parce que c'est vrai que c'est rare, on se lance si tôt, qui les réinterprétait pour se dire qu'il y avait certainement quelque chose là qu'on pouvait infiltrer, intégrer pour essayer de changer les choses. Alors d'abord sur les politiques publiques de la jeunesse, puis après sur plein d'autres causes. Voilà. Mais c'est cette première expérience qui
m'a poussé à rentrer au conseil général et à essayer d'influencer déjà ces dirigeants politiques. À changer le système de l'intérieur, en tout cas toi tel que tu le voyais à l'époque. Ouais, parce que il y a deux manières d'essayer de changer le système. Il y a le fait de s'y opposer, et auquel cas il faut avoir quelque chose à proposer, parce que sinon, en réalité, on détruit, on annihile les forces de l'un sans que derrière il y ait de logique constructive. Donc ça, c'est. Puis il y a le fait, en effet, d'essayer d'être et de croire profondément à la résilience des institutions, des entreprises et des individus. Je crois que ça, c'est vraiment le fil rouge du livre qu'on a écrit avec Cyrielle, c'est que on n'est pas des bisounours. On sait que il y a beaucoup de dirigeants qui aujourd'hui sont pas du tout convaincus qu'il faut changer les choses et qu'on peut continuer comme avant et que tout va bien. Ces personnes-là, nous, avec Cyrielle, dans le livre, on n'en parle pas. On a préféré. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure réponse dans ces cas-là que l'indifférence. Ce qu'on a préféré faire, nous, c'est mettre en avant justement ceux qui s'engageaient profondément. Et on est en effet convaincu qu'il y a deux choses. Un, il y a un certain nombre de forces qui sont des forces régénératrices pour la période qu'on traverse, qu'il vaut mieux les encourager, en effet, certainement les infiltrer, les influencer, que leur tourner le dos. La pire des réponses qu'on puisse apporter à quelqu'un, c'est l'indifférence. Et donc nous, on n'est pas du tout indifférents à ceux qui ne serait-ce que donnent le signe à un moment qu'ils veulent changer, et on les prend au mot. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on finit conseiller un haut commissaire au sein d'un gouvernement sur lequel au départ il n'y a pas forcément d'envie d'aller dans cette direction politique. En fait, peu importe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de tendre la main à ceux qui profondément ont envie de changer les choses. Et je crois que c'est le cas profondément du haut commissaire qu'on accompagne, c'est le cas des entreprises qu'on accompagne. Et c'est aussi le cas, en effet, des différentes personnes que moi j'ai pu croiser au cours de ma carrière. Et justement, Sylvain, sans nous donner toute cette méthodologie de structuration de l'engagement, en tout cas, quelqu'un qui nous écoute, qui a vraiment cette envie de faire changer les choses pour son entreprise, enfin d'abord pour lui-même, ensuite dans son entreprise, mais qui ne sait pas vraiment par où l'attaquer, en tout cas qui n'a pas justement cette structure, enfin cette démarche structurée. Toi, tu les conseilles d'attaquer où, de s'adresser à qui, de faire quoi? Ça tombe bien parce que la base de tout ça, il n'y a pas de méthode pour l'obtenir ou l'acquérir. C'est une sorte de sincérité la plus profonde possible. Et c'est justement le sujet de la raison d'être. Il y a plein de méthodes qui nous poussent et qui nous encouragent aujourd'hui à essayer de définir une raison d'être. Mais il y a quelque chose d'encore plus simple pour essayer de la définir. C'est d'essayer de comprendre. Il y a plusieurs manières. Il y a les plus pragmatiques qui ont du mal à rêver et à qui on va poser justement cette question de savoir en fait le monde qui vient, dans quoi ils ont envie véritablement d'œuvrer pour ce monde-là, et tout simplement ce qui les fait se lever le matin, quoi. Et c'est très dur de le définir. Et puis il y a la perception de ce qu'on croit être les raisons d'être qui sont les nôtres, et puis en fait c'est les perceptions réelles de ces raisons d'être qui de toute façon deviennent claires à partir du moment où il y a des contrastes de vie, il y a un accident, il y a un déclic, il y a une souffrance parfois, et puis parfois pour d'autres c'est justement le contraire, c'est des moments un peu de plénitude où on se rend compte finalement quel est le sens de notre existence. Sinon nous ce qu'on fait, c'est qu'on les incite profondément à rêver, et c'est vrai pour des structures d'intérêt général, c'est vrai pour des entreprises, c'est aussi vrai pour des individus. Le gros sujet de la raison d'être, c'est vraiment la trace qu'on a envie de laisser sur cette terre. Et du coup, en gros, plutôt que il y a un truc qui nous aide beaucoup pour essayer de définir la raison d'être des entreprises qu'on accompagne, et c'est juste une question à se poser, c'est finalement quand est-ce que mon entreprise, mon association ou moi-même je pourrais disparaître. Ça peut paraître paradoxal de poser la question comme ça, mais j'ai une manière très simple. Aujourd'hui, la Fondation Abbé Pierre pourra disparaître quand le mal logement aura disparu.
on aura très clairement plus d'intérêt à exister quand on s'appelle Yves Rocher, quand on aura véritablement réussi à reconnecter l'homme et la nature. Et donc, l'idée, c'est de se dire, ok, quand est-ce que la cause d'intérêt général, ce combat extrême que moi j'aimerais, sur lequel j'aimerais m'engager, finalement, quand est-ce que moi je serai en capacité de dire, ok, là, je peux regarder en arrière et être fier de moi, ou là, ma fondation, elle a plus de raison d'exister. Bah, c'est ce travail qu'on commence à faire souvent avec les entreprises. Alors bien sûr, on essaie de le tourner de manière positive sur la question des rêves, mais c'est vrai que ça aide beaucoup les organisations, notamment je pense des associations ou les entreprises qui positionnent leur mission. Quand on dit à une dirigeant, ok, quand est-ce que votre entreprise elle aura atteint le but ultime qu'elle peut se fixer? Alors souvent, c'est très très large, puis progressivement on affine. Et je pense que ces questions, il y a plein de méthodes qui permettent de définir sa raison d'être. Mais toutes ces questions, elles permettent de s'y rapprocher un peu. Et puis après, il y a des déclics, des rencontres. Je le disais aussi, des souffrances, des moments un peu durs dans la vie qui nous permettent d'y voir un peu plus clair. Oui, et en fait, c'est un peu c'est tipping point quand tu dis une rencontre, une souffrance. En tout cas, c'est ce qu'on essaye aussi un petit peu de mettre en lumière. Mais au-delà de travailler pour son entreprise, la raison d'être de son entreprise, ce à quoi elle contribue, on est aussi, en tout cas, ce qu'on voit autour de nous, les entreprises qui le font avec la plus grande sincérité, donc qui réussissent cette démarche-là, sont les entreprises dans lesquelles les leaders ont eux-mêmes engagé un vrai chemin vers cette authenticité, ou en tout cas de reconnexion aussi à eux-mêmes, avant ou en même temps que de le faire pour leur entreprise. Est-ce que toi aussi tu vois un parallélisme assez fort entre le chemin emprunté par le leader pour lui-même et avec lui-même et celui qu'il emprunte avec son entreprise? Oui, complètement. Il n'y a pas de grands engagements sans leader engagé. Et ça, c'est très très clair. Les transitions qui sont en train de s'opérer, elles sont d'abord impulsées par des femmes et des hommes. Alors, il y a le leader et il y a les leaders. C'est-à-dire que parfois, c'est d'une certaine manière quelque chose qui vient du dirigeant et c'est extrêmement naturel parce que l'engagement, c'est un transfert dans un monde parfaitement affectif, donc qui est pas au départ tout à fait conforme à un leader pragmatique, fort, paternaliste. On est à l'opposé de tout ça, c'est-à-dire qu'un dirigeant qui accepte de définir sa raison d'être et qui fait ce travail sur lui-même, c'est qu'il est déjà extrêmement résilient, qu'il accepte aussi toutes ses fragilités, parce que je disais c'est dans la fragilité aussi qu'on se trouve, et du coup, bah, tous les dirigeants aujourd'hui, on leur a pas appris à être fragile, on leur a pas appris à être transparent, sincère. Donc il y a quand même un changement culturel majeur qui s'opère à leur niveau. Et nous, on est là pour quand on avait lancé c'est Your Mission, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'essayer d'aller aider les dirigeants à se trouver. Et parfois, on est à la limite vraiment de l'accompagnement très psychologique par rapport à ces personnes-là, parce qu'il y a un choc des cultures qui est extrêmement fort. Et donc, bien sûr, ça peut partir du dirigeant, mais ça peut aussi partir, d'une certaine manière, de la pression populaire au sens politique du terme aussi. C'est-à-dire qu'en fait, nos citoyens sont des collaborateurs, les collaborateurs sont des citoyens, les consommateurs sont des citoyens qui sont aussi des collaborateurs d'entreprise. Les consommateurs, voilà, en réalité, les citoyens en général sont des salariés d'entreprise, sont des consommateurs, et ils sont en train de comprendre que ils ont une partie aussi de la solution aux problématiques d'engagement des entreprises. Et donc il y a beaucoup d'entreprises qui vont partir aussi des envies des collaborateurs de s'engager plus spécifiquement, d'écouter leurs besoins, leurs attentes, leurs envies. Et ce qui est intéressant, notre enjeu, c'est de faire en sorte que tout ça se réponde. C'est dans quelle mesure les aspirations du dirigeant, et notamment les grandes causes qu'il souhaite défendre, viennent en cohérence avec ce que les salariés d'entreprise veulent aussi pour leur entreprise et pour eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises dont les salariés sont en quête de sens, sont en grande difficulté, puisque les salariés veulent plus y travailler. C'est ce qu'on dit dans le livre d'ailleurs,
c'est que du coup, il y a plein d'effets, il y a plein de nouveautés sur le rapport au travail, sur le rapport au contrat de travail aussi, où l'entreprise à mission, la raison d'être de l'entreprise vient complètement gommer, il faudra le maîtriser aussi, les frontières entre les aspirations personnelles et les aspirations professionnelles. Si je garde l'exemple d'Yves Rocher, chez Yves Rocher maintenant, les collaborateurs qui rentrent dans l'entreprise vont autant y travailler pour reconnecter l'homme et la nature que pour promouvoir ou fabriquer des produits cosmétiques. Et c'est tout ce contraste-là qui fait que justement, il y a de plus en plus cette envie, cette nécessité d'être sincère du haut de l'entreprise jusqu'en bas, du dirigeant jusqu'à ses salariés. Dans un monde en plus où on oppose équilibre de vie personnelle, équilibre de vie professionnelle, on l'entend sans cesse, alors même que ce que tu dis, c'est ce qu'on voit, la tendance de fond, elle est plutôt à réaligner tout ça et on n'est pas deux personnes différentes dans l'entreprise et chez soi. Ben c'est ce qui est, à mon sens, problématique à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on a en effet voulu faire comprendre aux collaborateurs que il y avait lui à la maison et lui au travail. Puis en même temps, on mettait en place des actions de qualité de vie au travail qui lui permettaient d'être mieux lui au travail personnellement, d'essayer mais en réalité, en fait, on a passé notre vie avec ces logiques de bonheur au travail, de qualité de vie au travail, à essayer de gommer la frontière entre les deux. L'entreprise à mission, la raison d'être de l'entreprise vient nous chercher un peu sur les sentiments, sur les convictions et les valeurs que l'on a profondément. Et en réalité, non, très clairement, pour être bien dans son travail, il faut être aligné en termes de valeurs. C'est la première des conditions. Et pour être profondément aligné en termes de valeurs, on n'a pas le droit de tricher. C'est-à-dire que c'est les valeurs qui nous animent personnellement. Et oui, et c'est le risque des trajectoires et des pivots qui sont en cours au niveau de nos entreprises. C'est que de plus en plus, ce qu'on va aller chercher chez les collaborateurs, c'est le citoyen. Et donc, c'est à réaligner complètement les deux. Et les plus grandes crises de sens qu'on a observées pendant notamment la crise du Covid, où on a beaucoup on a une sorte d'avènement de l'entrepreneuriat, de la micro-entreprise. On a un certain nombre d'entreprises qui ont vu en effet des fuites de talents pendant cette période. C'est aussi là aussi le fait d'une prise de conscience phénoménale, et notamment des collaborateurs qui se sont rendus compte que dans des périodes comme cette crise, alors même que certaines professions sont en première ligne et tiennent sur les épaules la société dans son ensemble, eux, ils sont parfaitement inutiles, relégués vraiment en troisième, quatrième ligne, et ça a des effets extrêmement forts. Et souvent, c'est des entreprises qui n'ont pas réussi justement à réaffirmer le socle de valeurs qui permettait à ses collaborateurs de se sentir utiles à ce moment très précis-là, ou qui ont manqué de résilience pour pivoter à leur tour. Mais oui, il y a en effet une grande tendance à être très aligné et simplement essayer d'arrêter de tricher, que ce soit au niveau de la tête de l'entreprise ou voilà. Et c'est dangereux, il faut y faire très attention. C'est aussi les dérives de l'entreprise libérée, tous ces nouveaux modèles, parce qu'en effet, les gens sont beaucoup plus eux et du coup beaucoup plus exposés humainement et parfois plus vulnérables. Et donc il faut y faire attention, mais c'est vrai que l'entreprise aujourd'hui reprend un peu son rôle politique au sens où elle anime un collectif de citoyens éclairés, engagés et qui ont cette envie d'être profondément eux-mêmes. Pour continuer de parler des leaders et des futurs leaders, dans votre livre, vous écrivez aujourd'hui: être soi-même ne s'apprend plus dans une grande école, inutile de viser l'ENA ou HEC pour chercher à se connaître et à faire tomber les masques. La question, c'est quel est le rôle des écoles, et particulièrement de ces écoles, dans la formation des leaders? C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'on a besoin justement de... En réalité, nous, on est convaincus que l'engagement, ça s'apprend pas à l'école. Et que c'est bien, on voit bien les grandes écoles, et un peu tardivement quand même. Elles se sont mises au diapason, elles se sont rendues compte que l'entrepreneuriat social est un sujet. Elles sont toutes fières maintenant d'avoir des super cursus ESS, engagement. En fait, elles ont 10 ans de retard sur le sujet.
Et les gens qui se sont engagés, les entrepreneurs sociaux, n'ont pas attendu que ces écoles comprennent que ça sera un sujet. Il a fallu quand même que l'ESS, notamment, devienne justement ces 10% du PIB pour se rendre compte que ça pouvait être intéressant. Moi, j'ai un regard assez critique vis-à-vis notamment des grandes écoles, là où dans un certain nombre d'universités, sans qu'elles le revendiquent, il y avait quand même des choses qui se mettaient en place parce que il y a encore un sérail, un terreau politique, notamment via les syndicats étudiants, mais plus largement dans la manière qu'on a de vivre dans un certain nombre d'universités où ça reste quand même très mixte en termes de milieu social. En réalité, dans ces endroits-là, on n'a pas besoin d'apprendre à s'engager en cours. On le fait très spontanément en tendant la main aux personnes qui, dans notre environnement, sont les plus vulnérables. Et globalement, c'est vrai que c'est ce qu'on se dit, les compétences de demain, celles que nos entreprises vont rechercher. On explique dans le livre aussi que demain, nos entreprises recruteront plus des bras, ça c'est fini. L'automatisation, la mécanisation des tâches fait que on est moins à la recherche de bras. Des cerveaux, bon, à l'heure de l'intelligence artificielle, bien sûr, on espère que l'humain conservera son rôle prégnant au sein mais surtout ce qu'on va rechercher dans les entreprises, c'est des cœurs, c'est vraiment des émotions, c'est des personnes qui sont en capacité d'accompagner les clients, d'accompagner les patients, d'accompagner c'est toutes ces professions qui exigent non pas forcément des connaissances extrêmement poussées, mais on appelle les fameux soft skills, c'est vraiment des compétences comportementales. Est-ce que vraiment vous pensez que c'est en effet à l'école qu'on apprend à développer un comportement? Non, encore une fois, c'est au contact du réel, c'est sur le terrain, c'est via le bénévolat, via l'engagement citoyen direct, au contact des autres, des bénéficiaires que cela s'apprend. Alors si dans le cadre de l'école et des cursus, on laissait justement cette liberté d'aller à la rencontre des autres, ce qui n'est pas tout à fait le cas, pour le coup, ça serait très intéressant. Nous, on est très très favorable au fait que typiquement cette première année de fac qui sert pas à grand chose parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont finir par se réorienter parce qu'en fait, on leur demande de savoir quelles études ils veulent faire alors qu'ils ont même pas eu le bac en poche. Mais cette première année de fac, il faut que ce soit une découverte du monde et des autres. Permettre aux gens de voyager, permettre aux gens de s'engager, et on devrait valoriser l'engagement beaucoup plus que ça dans les cursus universitaires, par exemple. On devrait avoir en première année, dans un monde idéal, la possibilité d'avoir son année en s'étant engagé pendant 1 an. Je pense que ça serait une belle révolution pour le coup. Et voilà, donc on a cette conviction en effet que c'est bien que les écoles s'approprient ces sujets, notamment l'entrepreneuriat social, le fait que l'économie doit se transformer, donc pour les grandes écoles de commerce notamment de proposer des codes à des dirigeants d'entreprises à mission. Mais encore une fois, on a plus à avancer avec les voisins qui s'engagent autour de nous et à regarder justement comment on marche dans leurs pas plutôt que d'essayer de considérer que ça s'apprend. Et 10% du PIB quand même, tu disais. Enfin, moi, c'est pas des chiffres que j'ai forcément en tête, mais on se rend pas compte à quel point aujourd'hui ça représente une part significative de l'économie. Oui, ça pourrait davantage. Bien sûr. En fait, on n'a pas compris. Je pense que ça, c'est chacun doit en tirer ses responsabilités. Typiquement, moi, je vous dis ça de mon point de vue où je suis actuellement le conseiller d'un haut-commissaire du gouvernement, mais la crise nous a justement montré que c'est 10% du PIB, cette économie sociale et solidaire des premières lignes, c'est-à-dire cette économie qui, comme Attali l'appelle, l'économie de la vie, parvenait à faire tenir sur ses épaules en période de confinement les 90% restants. Donc en vrai, la vraie valeur de cette économie sociale et solidaire, c'est-à-dire celle qui prend soin, celle qui et puis sans compter toute la partie de cette ESS qui n'est pas comptabilisée parce que le bénévolat aujourd'hui n'a pas d'équivalent financier. Mais si vous rajoutez la valeur qui est créée et générée par le bénévolat aujourd'hui, des personnes âgées qui restent en vie, qui restent au contact de la vie grâce à des bénévoles,
les personnes qui peuvent encore manger grâce au Resto du Cœur, ne serait-ce que ces deux associations-là. En fait, ça n'a pas de prix. Et c'est vrai qu'en fait, les 10%, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Et on s'est rendu compte dans cette période-là que c'était une économie qui était capable de faire tourner les 90% restants, ne serait-ce qu'en étant là dans des périodes où voilà. Et pour autant, on n'en a pas eu une compréhension idéal, c'est-à-dire qu'on avait l'opportunité avec ce plan de relance de se dire ok, l'économie qu'on veut pour demain, c'est justement cette économie plus sociale et plus solidaire, donc on va massivement investir dans cette économie. Ça n'a pas été tout à fait le cas, ça n'a pas été tout à fait le choix en tout cas. Et c'est vrai qu'on a besoin aussi de cette trajectoire de l'économie classique qui veut de plus en plus ressembler à l'ESS, d'avoir un moment, un point de rencontre entre les deux. Voilà. Mais bien sûr que ça représente 10% du PIB, ça ne cesse d'augmenter. Et surtout, c'est l'économie qui a montré qu'elle était essentielle dans les périodes les plus sombres et dans les moments et face aux défis les plus forts de notre société. Je voulais juste revenir, Sylvain, là, sur ce que tu décrivais là, sur la première année de fac, parce que l'éducation est aussi une des thématiques qui nous touche énormément avec Lucie. Est-ce que l'élargissement en fait d'une forme de service civique, où tu aurais une année mixte entre des études avec un front assez large comme tu le décrivais et un service civique simplifié de 6 mois, serait pas une des possibilités pour justement ouvrir de nouveaux horizons et permettre aux jeunes qui vont avoir entre 18 et 20 ans ou 17 et 20 ans de se positionner, d'avoir un éveil un peu différent? Si, mais toutes les propositions qui permettent de développer la pratique, la sensibilisation à l'engagement citoyen sont bonnes à prendre. Et on l'explique, il y a 22 millions de bénévoles en France, il y a une hausse considérable de l'engagement des jeunes. En fait, on la voit pas forcément cette hausse parce que en fait, les jeunes sortent un peu des codes classiques de l'engagement. C'est beaucoup plus protéiforme, c'est beaucoup plus volatile. Avant, on adhérait à des associations, maintenant on adhère même plus dedans. Par contre, on s'engage quand même très directement. On sort un peu des cadres. Et du coup, en fait, il y a en effet le sujet du service civique, c'est une très très bonne chose. D'ailleurs, j'évoquais le livre de Maxime, celui qu'on avait écrit pour l'élection présidentielle et qui était le socle de l'association qu'on avait fondée. Et justement, c'était la proposition qu'on faisait, cette proposition de faire de la première année de fac une année de découverte de l'engagement et de valoriser justement l'engagement, une sorte de service civique universel. Alors, en effet, maintenant, il y a le service national universel qui a été mis en place. Je pense que c'est une très très bonne chose. Le sujet, c'est de se dire qu'il y a d'autres il y a plein d'autres manières de cultiver l'engagement. Et du coup, c'est que c'est pas la seule solution. Il faut comprendre que les aspirations à l'engagement sont extrêmement diverses et que du coup, il n'y a pas un dispositif qui va permettre d'y répondre. Je pense que justement, le sujet de l'engagement, ça doit être dès l'école, ça doit être sujet. Moi, en tant que directeur général de Pro Bono Lab, on avait souvent poussé l'idée de permettre à des jeunes dès le plus jeune âge de comprendre que ils pouvaient avoir des idées, ils pouvaient avoir des connaissances, des compétences qui étaient déterminantes pour des associations ou pour des individus. C'était vraiment la pratique du pro bono dès le plus jeune âge. Donc je pense que vraiment d'essayer de faire en sorte que chaque école, chaque établissement puisse nourrir un projet citoyen à l'échelle de l'établissement, puisse présenter des associations dès le plus jeune âge, enfin d'essayer de sensibiliser à la philanthropie aussi, c'est ce que fait l'école de la philanthropie, mais à mon sens dans trop peu d'établissements. C'est prendre le sujet à la racine, c'est éveiller vraiment le sens de l'engagement dès le plus jeune âge. Et après, tout au long de la vie, que ce soit l'entreprise qui va proposer des formats d'engagement des collaborateurs, l'engagement type bénévolat de compétences, mécénat de compétences, journée de solidarité, que ce soit je le disais à l'université ou que ce soit même vis-à-vis des institutions publiques qui pourraient proposer à des demandeurs d'emploi de s'engager. Je donne un exemple très 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 simple, mais je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui demain une entreprise à mission aura à recruter autant des professionnels que des citoyens. Encore une fois, les citoyens, on a du mal
à leur inculquer, à leur apprendre justement dans des formations ce qu'est l'engagement. Et pourquoi on valoriserait pas plus justement les compétences que des demandeurs d'emploi développent dans le cadre de leurs engagements citoyens typiquement, et de se dire que justement on sait mieux valoriser ces fameuses soft skills que sur le CV, plutôt que d'avoir l'expérience en bas à droite associative, à laquelle on s'intéresse en toute fin d'entretien. Finalement, on les mettrait au même niveau. En fait, ça correspond vraiment à cette idée que l'entreprise demain va devoir recruter des citoyens qui sont capables de défendre leur mission sociale, autant que des professionnels qui vont pouvoir exercer des tâches professionnelles. Et ça, très clairement, c'est pas en place. C'est vraiment pas en place. Les entreprises à mission qui se créent continuent à recruter comme à la manière des DRH de l'ancien monde. Voilà. Donc il y a quand même toute cette transition là qui doit s'opérer pour parvenir à ça. Mais bien sûr, toutes les propositions qui permettent à des jeunes, à des moins jeunes, tout au long de la vie, de pouvoir s'engager sont bonnes à prendre et à développer. Sylvain, tu as utilisé plusieurs fois le terme pro bono. Mm. Je ne sais pas si c'est un terme qui parle à tout le monde. Puisque tu peux nous le définir ou redéfinir, Ouais. nous dire ce que ça englobe. Pro bono publico, c'est du latin, ça signifie pour le bien public. Et c'est la pratique qui consiste à mettre gratuitement ses compétences au service d'une cause ou d'une personne qui en a le besoin. Voilà. Donc c'est donner gratuitement des compétences, des savoirs, des connaissances. En France, on parle beaucoup de mécénat de compétences, mais dans le monde, ça s'inscrit dans un cadre plus global qui s'appelle le pro bono. Tu le disais tout à l'heure en nous citant des noms de dirigeants comme Clara Guénard et d'autres qui s'engagent depuis très longtemps pour une société plus juste. Et tu dis ça date pas d'hier en fait, ça fait des dizaines d'années. Est-ce que tu vois des changements ou une accélération avec la crise du Covid ou ces dernières années où finalement c'est sur une pente optimiste mais douce que les choses sont en train de changer? Comment est-ce que toi toi qui en plus a une analyse relativement macro de ce qui se passe sur le territoire français, qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois la fin d'une prise de conscience et le début d'une mise en action, en tout cas collective, qui est un peu trop lente encore. C'est vrai que quand on commence le livre, on se dit waouh, si c'est comme ça pendant 350 pages, ça va être très très dur, parce qu'on tire justement le constat de la situation dans laquelle on s'est mis collectivement, nos entreprises en grande partie, avec justement la pratique d'un capitalisme qui n'était pas tout à fait responsable, qui allait puiser toutes les ressources naturelles de cette planète, et qui fait que c'est une grande responsabilité qu'a le capitalisme sur ses épaules vis-à-vis des grands enjeux auxquels nos générations futures doivent faire face, mais plus globalement aussi les pratiques très consuméristes des citoyens, vraiment nos pratiques qui sont basées sur une consommation extrême et qui fait qu'on s'accomplit à travers la consommation d'un bien, d'un service. En réalité, elle a des effets extrêmement néfastes. On sait qu'il nous reste 10 ans pour changer considérablement les choses. Et du coup, je pense que là, il y a une vraie prise de conscience de ça. Et les entreprises, si on reste vraiment sur ce sujet-là, comprennent ça. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont en train de réaliser que on peut pas stopper net comme ça l'aventure entrepreneuriale dont on a hérité quand on est à la tête de ces entreprises, et qu'en fait il y a aucune entreprise qui sera prospère dans un monde qui ne l'est pas. Or on commence à en voir considérablement les limites. Voilà. Donc je pense qu'on est voilà, la prise de conscience a eu lieu, et que il y a un certain nombre de déclics chez beaucoup d'esprits, d'ailleurs pas forcément que dans les grandes entreprises. Il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises qui s'engagent et qui font leur transition sans même le savoir, parce que c'est très naturel chez elles, avoir des consommations et des modes de production beaucoup plus responsables, beaucoup plus vertueux, parce que très liés aux écosystèmes dans lesquels elles sont ancrées. Et je pense que voilà, on a des volontés en plus haut lieu de grandes entreprises de vraiment réussir cette transition et ce changement. C'est un peu tard, mais on a encore le temps, et du coup c'est que le début. Voilà. Mais
ce qu'on dit par rapport à ça avec Cyrielle, c'est que on sent la prise de conscience, on sent la volonté, on sent les premières actions qui permettent de le faire. Par contre, va falloir qu'on donne plus les moyens de ces dirigeants de pouvoir vraiment mener les actions qui vont avec ces ambitions. La loi Pacte notamment a fixé une philosophie très forte du rôle de l'entreprise dans la société. Par contre, elle n'a pas donné les solutions en termes d'action pour voir vraiment comment on pouvait transformer les choses. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand je disais que on avait manqué d'investir massivement dans l'économie sociale et solidaire où on pouvait le faire parce que le plan de relance c'est vraiment une opportunité pour ça. De la même manière, les entreprises, on n'a pas encore mis en place le système, les propositions qui leur permettaient vraiment d'être encouragées à agir. Il n'y a pas de fiscalité avantageuse pour des entreprises qui s'engagent plus que les autres. Il n'y a pas de règles de gouvernance nouvelles pour les entreprises qui veulent se transformer, où on inclut davantage le consommateur, le citoyen. Il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. Il n'y a pas de réforme de notre comptabilité qui fait qu'on pourrait comptabiliser les valeurs qui sont générées justement par les actions positives que l'on mène, ces fameux coûts évités pour la société, ça reste des moins, alors qu'à mon sens, ça devrait être des plus dans la comptabilité. Il n'y a pas d'encouragement plus que cela à faire en sorte justement de valoriser les collaborateurs qui s'engagent le plus dans les entreprises. Et en réalité, du coup, on a bien fixé le cap avec la loi Pacte, on a changé la philosophie, mais on n'a pas donné aux dirigeants tout le panel d'actions qui leur permettent de l'exprimer concrètement. Je trouve que ça, c'est un danger. Et c'est ce qui fait que ça pète un peu dans certaines entreprises, je pense à Danone notamment, où on a la philosophie, mais on n'a pas les moyens de la mettre en place. Il y a encore des fonds activistes dans nos conseils d'administration qui n'y croient pas et qui font n'importe quoi. Et du coup, on continue à avoir des crises de gouvernance et des confrontations culturelles majeures au sein d'entreprises même. Parce qu'en fait, quand on renonce au marché du tabac, à des marchés polluants, en fait, ça a une perte nette dans la comptabilité, mais qu'à aucun moment on se rend compte que ça va générer finalement toute une valeur pour la société dans son ensemble. Et ça, on l'a pas encore pris en compte. Ouais. Et là, en plus, tu parles des grosses entreprises qui sont face à la pression des marchés financiers, tout simplement, qui les empêchent aussi de prendre certaines actions. Mais tu disais juste avant, on voit que les choses commencent à changer, et notamment dans les plus petites entreprises. Et ces plus petites entreprises, quels sont les moyens auxquels elles ont accès? Est-ce qu'elles sont financées? Est-ce que les fonds regardent autre chose que ce qu'ils regardent classiquement pour financer les entreprises? C'est pas tout à fait sûr, en tout cas pas la majorité des fonds. Est-ce qu'elles sont accompagnées aussi? Est-ce qu'elles ont les moyens d'être accompagnées par des cabinets de conseil sur leur transformation, leur organisation, la mise en œuvre de leurs projets tels que peut se le permettre une entreprise un peu plus grande? Donc tu vois, en plus les petites, la question est quels sont les moyens qu'ont les plus petites entreprises, alors même que les grosses, tu le dis, ont des moyens, mais finalement subissent aussi une pression qui les empêche d'agir. Mais les moyens, les indicateurs, je pense que tant qu'on restera à justement essayer de mesurer la croissance d'un pays via des indicateurs, justement le taux de croissance ou même le PIB par exemple, encore une fois, tous les bénévoles qui se sont engagés pendant le confinement et qui ont permis à des personnes de continuer à vivre, à se nourrir, à avoir un lien social, en fait, c'est des bénévoles. Leur activité, elle n'est pas prise en compte dans le PIB. Pourtant, finalement, c'est certainement à cette période-là une valeur considérable qui a été générée et qui sort complètement des radars. D'où le développement justement des pratiques de mesure d'impact et d'évaluation, de méthodes on va dire des mesures de la performance extra-financière, de ESG et compagnie, qui aujourd'hui commencent à se développer, mais qui restent assez marginales. Et en effet, dans tous les cas, restent des pratiques plutôt de grandes entreprises. Voilà. Après, encore une fois, je pense que il y a quelque chose d'assez naturel qui se passe au niveau des petites et moyennes entreprises, c'est que quand on va les voir souvent quand on leur parle, les dirigeants nous disent non, moi j'ai jamais fait de mécénat, je me suis pas d'engagement particulier. Puis quand on creuse un peu, on se rend compte qu'en fait ils ont une politique d'achat qui est très inclusive.
Ils permettent à leurs collaborateurs d'aller s'engager très régulièrement autour de sujets qui sont très importants au niveau des écosystèmes territoriaux, de proximité. Et voilà. Et je pense que la révolution, elle peut aussi venir de ces acteurs-là. Et c'est à ces entreprises-là, très en prise avec les réalités de leur territoire, qui seront vraiment les leaders du changement. Et je pense que si avec Cyrielle, on devait continuer l'aventure du livre, ça serait tout un livre qu'on pourrait dédier à des dirigeants d'entreprises, de petites et moyennes entreprises qu'on rencontre chaque jour et qui sont vraiment là pour le coup, qui ont le changement et l'engagement citoyen chevillé au corps. Ah, tout à fait. Est-ce que justement, alors puisque vous avez interrogé plutôt des patrons de grandes entreprises, est-ce qu'il y a quelques une, deux, trois interviews qui toi t'ont particulièrement marqué? Celle qui m'a le plus marqué, c'est celle d'Anne-Laure Kiechel, qui est peut-être pas la plus connue dans le livre, mais certainement la plus influente. Anne-Laure Kiechel a créé Global Sovereign Advisory, qui est une société à mission d'ailleurs, de conseil aux États. Donc elle accompagne, son rôle, c'est d'accompagner des dirigeants de pays, des ministres, des chefs d'État, dans notamment la restructuration, mais pas seulement conseillère économique, et notamment spécialisée sur la restructuration et sur les sujets de dette, de la dette productive, comme elle le dit. Pour moi, c'était important parce que son parcours est assez incroyable. Aujourd'hui, c'est l'une des seules femmes au monde qui conseille autant de chefs d'État et de ministres sur des missions fondamentales, hein. Quand on restructure la dette, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des enjeux de souveraineté des pays, et au bout des conseils qu'elle peut donner, c'est des gens qui vont réussir à se soigner, à pouvoir manger ou pas, quoi. Et elle formule sa raison d'être, et ça, bon, voilà, typiquement, je me reconnais dans une personne qui est une conseillère, qui est une advisor, donc obligatoirement ça touche. Mais elle a cette formule c'est quelle est votre raison d'être, et ça tient en deux mots. Et je trouve que c'est voilà, moi ça a été une petite vibration quand elle les a exprimés. C'est être libre. Et quand on connaît son parcours, quand on connaît la dépendance de certains chefs d'État à ses conseils, à ce qu'elle fait, euh, être libre, ça veut tout dire. C'est à la fois son indépendance, parce que en fait, elle a une influence considérable, mais finalement, il y a personne qui lui dicte ce qu'elle doit faire. Et en même temps, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est le préalable à toute expression d'une raison d'être. Si on n'est pas libre, on peut pas véritablement essayer de faire ce chemin pour savoir vers où on va. Et je trouve que c'est vraiment la rencontre déterminante de ce livre. Après, bien sûr, il y en a d'autres. Je pense à Yann Arthus Bertrand. Quand avec Cyrielle, on l'a interrogé, on s'y est repris à deux reprises, parce que il est très très perfectionniste dans la manière qu'il a de s'adresser à nous. Et en fait, cette interview c'était une sorte de melting pot d'anecdotes. On savait pas trop où il allait en venir. Et en fait, on s'est rendu compte avec Cyrielle, quand on a retranscrit, qu'on a remis un peu les choses dans l'ordre, que c'était comme un puzzle progressivement qui était en train de s'assembler. Il y avait beaucoup de résilience, il y avait beaucoup de réconciliation. C'était vraiment la parole d'un grand sage qui était en train de regarder, peut-être pour la première fois d'ailleurs, c'est les questions qui l'encourageaient à le faire, dans le rétroviseur de toute une vie passée à agir. Et c'était vraiment, vraiment très fort quand Yann Arthus Bertrand nous parle justement de sa propre raison d'être, qu'il s'interroge sur la question aussi comme je le disais, de la mort, parce qu'en réalité, c'est vrai que c'est la trace qu'on veut laisser sur Terre, et du coup, cette trace qu'on veut laisser sur Terre, elle consiste aussi à s'interroger et à repenser aussi qu'à un moment, et c'était assez incroyable de voir Yann Arthus Bertrand se retourner sur ce qui a été des déclics de vie pour lui, une femme dans un pays pauvre, qui justement était en train de mourir, et qui est morte avec le sourire, parce que justement tous ses enfants étaient encore en vie, et que c'était très rare dans ce petit village là. Et ça a été vraiment un déclic pour lui. Par exemple, quand on l'interroge justement sur le pouvoir en place, alors que beaucoup ont tendance à taper sur Macron,
lui, il dit non, c'est pas des vilains bougres. Ils ont vraiment aussi envie de changer les choses. Ils y arrivent pas. Ils ont besoin de nous pour ça, plutôt qu'en effet de leur tourner le dos. Il parle même de Total à un moment dans son interview, en expliquant que, en fait, notre seul espoir, c'est que ces grands groupes se transforment considérablement. Et puis je trouve qu'il boucle la boucle quand il parle justement du projet sur la question des énergies et du projet qu'il avait dans la continuité notamment des différents films qu'il réalise, où il expliquait aussi toute l'atrocité d'une société qui s'était basée sur les énergies fossiles, autrement dit les énergies de la mort, et d'expliquer finalement comment aujourd'hui le monde du vivant était dépendante justement de cette énergie, de ces énergies-là, et qu'en fait il y avait tout un paradoxe et une anomalie en cela. Et voilà, c'était Yann Arthus Bertrand, Laure Kiechel, ça a été deux prises de conscience phénoménales côté personnalité publique et dirigeante engagée. Et si je devais en retenir un côté économie sociale et solidaire, c'est certainement toujours je pense Eva Sadoun ou Alizé Lozakmer, c'est ces personnes qui ont aujourd'hui qui sont vraiment des entrepreneurs chez Make Sense, Elita ou Mouvement Impact France, qui ont ce chic là de pouvoir de pouvoir donner le virus de l'engagement et de l'entrepreneuriat social. Ces deux filles assez extraordinaires qui portent parfaitement cette démocratisation de l'engagement et de l'entrepreneuriat social en France. Voilà. Donc c'est les quelques interviews qui m'ont le plus touché personnellement. Mais ce virus, Sylvain, tu l'avais déjà depuis très très longtemps. Qu'est-ce que c'est venu chercher en toi, le fait d'écrire ce livre-là? Et je crois que ça a été un projet, je crois que tu me disais à peu près 3 mois pour écrire. Ensuite, enfin, c'est plusieurs, en tout cas, c'est plusieurs mois. On est sûrement pas tout à fait le même avant et après l'écriture d'un livre comme ça et la rencontre de 37 personnalités. Donc oui, qu'est-ce que c'est venu chercher chez toi? Déjà le projet, et aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé? Déjà, ça a été pour nous avec Cyrielle l'opportunité d'ancrer chacun 10-12 ans de carrière au contact de ces sujets où nous, on s'était pas tellement permis de donner notre avis, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, quand on est journaliste, on pose des questions, mais jamais on donne des réponses. Et quand justement on est conseiller, pareil, on répond à des questions, mais finalement son propre avis, c'est rare qu'on puisse le formuler profondément. Et donc nous, on s'est certainement, ce livre, c'est un peu justement une expression de nos sujets qu'on s'est autorisé à un instant T. Et ça a été très vite. En effet, la maison d'édition nous a laissé 3-4 mois vraiment pour écrire le livre. Et puis après, ça prend les chemins assez classiques de la relecture, de la finalisation. Et du coup, c'est assez intéressant les signes que la vie nous lance. Déjà, moi, j'aurais jamais écrit ce livre-là si Cyrielle vient pas me chercher par le cou, en me tirant vers elle en me disant, OK, il faut vraiment maintenant qu'on puisse écrire ce livre. Ça fait des années qu'on se parle et on a plein de choses à dire, donc on va se l'autoriser. Et franchement, si Cyrielle, elle a pas comme un peu Maxime en son temps, cette capacité d'aller voir l'éditeur en disant on va vous proposer ce projet. Moi, j'étais même pas là chez l'éditeur la première fois où elle l'a présenté. Et elle a dit à Stéphane Carrière, faites-moi confiance, avec mon co-auteur, on va vous faire un truc génial, mais personne me connaissait, elle beaucoup plus. Et du coup, je pense que c'est déjà ça, on s'est autorisé à le faire. Puis, plus intimement, ça correspond à deux périodes très compliquées de nos vies respectives, à Cyrielle et moi. Bon, bien sûr, on a été impacté comme tout le monde par la crise. Moi, je venais de quitter mes fonctions chez Pro Bono Lab et c'était pas si simple. Je pense que j'ai laissé vraiment beaucoup d'énergie, vraiment beaucoup de plumes aussi en termes d'essayer de faire en sorte que cette structure s'en sorte dans une période qui était pas simple, un peu abandonnée justement, cette espèce de solitude du dirigeant. Et là, je pense que ça a vraiment été le cas. C'est un sentiment d'abandon qui était plus qu'un sentiment. Et puis elle, pour des raisons plus personnelles, on n'était vraiment pas au top, quoi. Et je pense que ça a été une introspection assez forte. On dit beaucoup que la raison d'être, c'est justement d'essayer de faire prédominer les envies sur les peurs. Les raisons d'être, c'est le contraire
c'est le contraire de l'autodestruction, c'est la réaffirmation de nos envies, de ce dont on rêve, plutôt que de ce qui nous fait peur et ce qui potentiellement pourrait nous faire baisser la tête. La raison d'être, c'est ce qu'on regarde tout en haut et qu'on projette à l'avenir. Donc, en gros, avec Cyrielle, on a fait cet exercice-là. Alors même qu'on n'allait pas bien du tout, on a relevé la tête, on a essayé de comprendre justement ce qui nous animait. On s'est rattaché, comme on l'a toujours fait, moi en tant que conseiller, elle en tant que journaliste, aux personnes qui nous ont toujours donné le smile et l'envie d'agir. C'est les 35 dirigeants qui sont dans ce livre-là, qui sont des amis, qui sont des inspirations, qui sont vraiment des personnes qui, à un moment de nos vies, nous ont touchés personnellement. Je dis voilà, ça sera un truc un peu hybride, un mélange d'une analyse de société en même temps des restitutions d'interviews de manière très très brute. On a rien réécrit des interviews, quasiment les premières versions à chaque fois. Et voilà, on en est arrivé à là. Donc c'est à la fois le résultat d'une rencontre entre nous deux, le résultat de passion commune et la parole qu'on s'autorise, et en même temps un exercice de résilience extrême au moment où, de manière très très claire, ça n'allait pas très très bien. Sylvain, tu as parlé de la solitude du dirigeant. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie là, de dirigeant pour évoquer ce mot qui est extrêmement fort et qui va, je pense, parler à pas mal de nos auditeurs? Ouais, bah ça c'est un truc assez classique, hein. C'est-à-dire quand on arrive à des fonctions, que ça soit politique, publique, privée, dans des entreprises, dans des associations aussi, il faut pas le sous-estimer, malgré le fait qu'on croit que ces gouvernances sont beaucoup plus démocratiques. À partir du moment où il faut décider, souvent, on se sent très très seul, et notamment quand les décisions sont des décisions importantes. Moi, c'est quelque chose, mais c'était l'apprentissage que j'étais allé en chercher. Moi, justement, je passais ma vie à donner des conseils à des dirigeants, mais je l'avais pas été moi-même véritablement. Et c'est pour ça que je disais que ces 3 ans chez Pro Bono Lab ont été extrêmement structurants et que ça a été un vrai apprentissage, parce que il y a une croissance très forte. Et en même temps, à 30 ans, justement, le fait de diriger une structure de 30-35 personnes, et du coup un apprentissage extrêmement accéléré de ce qui est de gérer une structure au quotidien. Et en fait, vraiment, moi, c'est quelque chose que je connaissais pour les avoir accompagnés, ces dirigeants-là, dans ce sentiment, parce que le conseiller, justement, c'est l'épaule sur laquelle on s'appuie quand on se sent un peu seul. Moi, très honnêtement, quand j'ai dirigé Pro Bono Lab, des épaules, j'en ai pas eu beaucoup pour le coup. On a eu, après, j'ai Laura France, une associée que j'avais recrutée au lab, et à partir du moment où elle est arrivée, c'était très 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 différent. Mais avant, c'était assez complexe. Puis à la fin, ça a été aussi, ça l'a également été. C'est pour ça qu'on en est parti avec Laura. Et je pense que c'était important de le vivre pour pouvoir mieux accompagner ces personnes-là dans cet état-là, mais c'est assez classique. Je pense que quand on a des grandes responsabilités, on peut pas dire que sans Pro Bono Lab, c'était pas non plus une structure, mais c'est un vrai apprentissage. Et quand on est à ces niveaux-là, il y a quand même toujours quelque chose de récurrent. C'est au moment où il faut prendre cette décision, qu'elle soit dure ou qu'elle soit bonne et joyeuse. Et ben en réalité, on se sent toujours un peu seul face à soi-même. Voilà, c'est assez classique. Et nous, notre enjeu, c'est de faire en sorte que on puisse accompagner chacun d'entre eux au quotidien dans leur choix. Et c'est vrai que l'œil extérieur, le regard extérieur, dénué de hiérarchie, peut être intéressant pour ça. Et justement, alors comment est-ce qu'on dirige ou manage quand on a 30 ans, que c'est sa première expérience et qu'on a été conseillé je veux dire, toute sa vie jusqu'à présent? On apprend et on fait beaucoup d'erreurs, et du coup on apprend de ses erreurs. Et puis du coup, parfois on a des indicateurs assez pragmatiques qui nous font
comprendre que c'était pas si mal que ça et qu'en réalité même c'était même très très bien. Et puis après il y a l'expérience qui vient et c'est ce qui est intéressant après coup. Aujourd'hui, je suis au ministère du Travail, donc vous imaginez que justement le sujet du travail, c'est un sujet qui est très observé, le rapport aux salariés, le rôle, véritablement rôle du dirigeant et des décisions qu'il a à prendre. En réalité, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup au ministère du Travail aujourd'hui. Et du coup, il y a quand même cette immense fierté, malgré certaines difficultés, bien sûr, d'avoir plutôt la sensation d'avoir été à la hauteur à ce moment-là. Et du coup, ça devient un apprentissage. Je pense que on apprend beaucoup quand justement on essaie de cultiver une certaine résilience et de se dire que justement on n'a pas toujours raison, qu'on accepte aussi ses échecs et on apprend beaucoup quand on échoue beaucoup. Voilà. Nous, c'est vrai que moi, j'ai pas de difficulté à reconnaître un certain nombre de faiblesses et d'échecs. Je disais que c'était un problème pour beaucoup de dirigeants et quand on accompagne certains d'entre eux et que justement on va sur ce terrain-là, parfois ça fait quand même, on est sur des points extrêmement sensibles. Mais finalement, je crois que c'est le fait très humblement d'avoir beaucoup échoué qui a fait que j'ai beaucoup appris sur ce type d'expérience. Et du coup, c'est ce qu'on fait aussi avec les dirigeants qu'on accompagne. C'est d'essayer d'objectiver ce qui a pu marcher, parce que ça s'appelle une force, de ce qui n'a pu, au contraire, pas fonctionner, ce qu'on appelle une faiblesse, et de s'appuyer à la fois sur les forces et les faiblesses pour avancer. Tu peux nous détailler aujourd'hui ce que tu fais concrètement au niveau du gouvernement ? Ouais. Mais du coup, moi, je suis conseiller auprès du haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. La feuille de route du haut-commissaire, donc c'est un peu un bras armé opérationnel pour la ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'économie Bruno Le Maire, donc ministre du Travail et ministre de l'économie. Et lui, son rôle à Thibaut, c'est un entrepreneur social à la base. Il a monté plein d'entreprises sociales. Donc là, il y a un socle de valeurs assez commune déjà à la base. Et moi, mon rôle, c'est vraiment de l'aiguiller sur toute la partie engagement des entreprises. Donc, il y a la structuration et la mise en place du fameux réseau Les entreprises s'engagent. Il y a un réseau de 15 000 entreprises qui s'engagent en France, avec un objectif qui est fixé par le président de la République d'atteindre les 30 000 entreprises d'ici la fin de l'année. Et puis du coup, je suis vraiment l'interlocuteur au sein de son cabinet qui gère la relation avec les très grandes entreprises, les grands patrons. Mon enjeu, c'est de faire en sorte qu'ils puissent aussi rencontrer des dirigeants d'entreprises qui s'engagent quasiment au quotidien. La relation aussi au grand réseau d'entreprises. Je pense à la CPME qui représente les PME en France, le METI qui représente les ETI, les entreprises pour la cité qui est un de mes anciens employeurs du coup, la Fondation FAST, tous ces grands réseaux d'entreprises. Et puis aussi une approche par filière, c'est-à-dire qu'on va travailler pour que les boulangers s'engagent en France, pour que les coiffeurs s'engagent en France, le secteur de la métallurgie, enfin tout le secteur de la cosmétique beauté. Enfin, donc on va travailler avec aussi les grandes fédérations et filières pour faire en sorte que chacune propose à leurs entreprises de s'engager plus. Donc, ce que je fais auprès de lui, c'est vraiment tout ce que je vous ai raconté avant, c'est vraiment à ses côtés, avec lui, et via son statut de haut commissaire, moi le mien de conseiller, on va pouvoir continuer à faire en sorte que les entreprises, justement elles aussi, aient envie de s'engager et le fassent à leur niveau. Voilà. Et puis ce que j'y fais après plus personnellement, et je disais tout à l'heure que la vie c'était pour moi, on parle de Cyrielle, on a parlé de Maxime, on a parlé de Laura, vous voyez, ça fait déjà pour quelqu'un qui parle pas beaucoup du perso, en réalité c'est les quelques rencontres qui ont vraiment pour le coup façonné moi ma vie. Vous l'avez vu, les présidents de département. En fait, Thibaut Gully, c'est un mec qu'on connaît pas beaucoup au niveau du gouvernement, mais quand on le connaît, on comprend aussi pourquoi on a envie de travailler avec des gens comme ça. Je pense que c'est quelqu'un qui est pour le coup là très aligné avec ce qu'il porte. Là pour le coup, je sais pas si, mais c'est un mec en or, voilà.
je trouve que d'essayer d'arriver à suivre dans des machines comme celle-ci, l'État, des intrapreneurs, parce que pour moi c'est un intrapreneur social maintenant, après avoir été un entrepreneur social, c'est véritablement le genre de mec sur lequel vous pouvez miser pour essayer de transformer l'institution de l'intérieur. Et je trouve que c'est ça qui me plaît le plus, c'est le fait d'être directement au niveau de son cabinet intégré, fait que j'arrive aussi à mon niveau à apprendre beaucoup de la manière qu'on peut avoir de faire évoluer les grandes institutions, les grandes machines de l'intérieur. Et donc l'une des principales raisons, c'est que il y a deux personnes au niveau de ce cabinet, donc Thibaut Guyy, le haut-commissaire, et son directeur de cabinet Mathieu Maucor, qui sont juste des gens bien et des personnalités que j'avais envie de suivre au moment où ils me l'ont proposé sans me poser trop de questions. Et j'avoue que j'en suis vraiment ravi. Et aujourd'hui, est-ce que tu as j'imagine que tu es porté par la conviction et l'envie de créer un mouvement beaucoup plus large et d'avoir vraiment un nombre d'acteurs bien plus grand qui s'engagent, justement. Est-ce que tu es optimiste? Comment est-ce que tu ressens les choses? Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen et en tant que dirigeant d'entreprise? Moi, je suis assez, je suis un pragmatique et très réaliste, mais là, pour le coup, je suis quand même très optimiste pour la suite parce que notre quotidien, Cyrielle et moi, là où on est, c'est quand même de rencontrer des gens qui profondément ont envie de changer les choses. Et ma plus grande espérance, et le plus grand objectif qui est le mien, c'est de continuer à essayer de faire en sorte que ces gens-là soient vus, entendus. On explique dans le livre que notre drame, c'est que là, je suis sûr que j'allume BFM ou CNews, les 5 premières informations qui me viennent, c'est des informations négatives. C'est le chiffre de l'abstention, c'est la blessure de Dembélé, c'est les orages qui ont détruit des toits. C'est voilà. En fait, spontanément, on a basé notre rapport justement à la valorisation du monde et des gens, des logiques d'opposition et des logiques. L'état de l'information, c'est justement de revendiquer des problématiques et des problèmes. Et nous, notre enjeu, justement, c'est plutôt de mettre en avant les solutions. Et en fait, on se rend compte quand on s'intéresse aux solutions que il y a autant de solutions que de problèmes, et que finalement, on pourrait faire exactement le même nombre de titres positifs que l'on a des titres négatifs. Et donc, notre enjeu, c'est de faire en sorte que justement cette philosophie-là prenne le dessus, sans qu'on puisse nous taxer, comme ça a été souvent le cas de bisounours, parce que en fait, c'est vrai que l'idée de changer le monde, il y a encore 2-3 ans, quand les gens n'avaient pas réalisé que justement le monde était en danger, c'était vraiment ah ouais non toi tu veux changer le monde, waouh cuit les petits oiseaux, et Cyrielle, quand elle faisait ses chœurs avec ses mains là sur partout là sur son blog, dans ses émissions, alors vous imaginez pas, en plus elle croit qu'elle peut changer le monde, elle fait des chœurs avec ses mains. Et puis, en fait, finalement, là, on sort un livre qui est pris très au sérieux. Justement parce qu'il est réaliste dans le constat, et que la seule chose qui pousse par rapport à ça, c'est des solutions concrètes. Donc, notre enjeu, c'est vraiment nous, on y croit profondément. Et le rôle des dirigeants, le rôle des dirigeants de médias, les rôles des dirigeants politiques, les rôles des dirigeants d'entreprise, pour nous, c'est d'encourager cet optimisme, sans quoi il prendra jamais le dessus, très clairement. Ça, c'est finalement une réponse assez pessimiste, mais il faut pouvoir encourager justement les solutions plutôt que de mettre en avant les problèmes, ou en tout cas, quand on met en avant des problèmes, pouvoir y répondre par ces solutions-là. C'est ça notre principal enjeu, et c'est en tout cas nous, c'est un peu le combat qu'on s'est fixé, justement en disant dans ce qu'on mène à des dirigeants et via les médias, qu'il y a d'autres voies qui sont possibles. Je crois que c'est là aussi où on se rejoint, Sylvain, puisque c'est ce qu'on fait avec Tipping Point, faire témoigner des leaders inspirants, engagés, qui donnent envie et qui
propose des solutions très concrètes en montrant qu'on peut faire différemment. Donc on est bien d'accord. En tout cas, c'est pas nous qui dirons le contraire. J'avais encore une petite question de mon côté pour revenir au livre, parce que tu sais, j'ai aussi un parcours plutôt DRH, et je lis dans le livre, un parcours atypique n'est plus antinomique avec l'idée de faire carrière. Ouais. Est-ce que c'est vraiment réaliste aujourd'hui ou est-ce que c'est encore un peu avant-gardiste? Non, je pense que ça l'est. Ça dépend ce qu'on appelle faire carrière, hein. Parce que si, en effet, c'est encore une fois, c'est d'avoir des gros diplômes et finir dans un grand groupe, je sais pas moi, de luxe, et finir au premier confinement au chômage partiel chez soi et être en crise de sens, ou tout le contraire, hein, ou justement. Je pense que ça a vraiment la réponse. La réponse est oui, est positive à partir du moment où on essaie de comprendre ce que c'est aujourd'hui de faire carrière. Aujourd'hui, je le disais, pour beaucoup plus de jeunes, faire carrière, c'est de s'engager d'abord dans des structures qui s'engagent. C'est tout le sens du manifeste pour un réveil écologique qui pousse les entreprises à défendre des valeurs et au-delà de les défendre, à faire en sorte qu'elles aient des actes extrêmement forts sur chacun. Est-ce que faire carrière, du coup, c'est d'aller dans une entreprise engagée? Oui, ça va devenir possible, même pour les plus atypiques. Faire carrière aujourd'hui, c'est aussi pouvoir être son propre patron pour les jeunes. C'est le développement de l'entrepreneuriat. Et en réalité, aujourd'hui, on commence à rentrer dans une ère où en effet, on peut réussir à bien vivre de ce type d'expérience-là si on en donne les moyens aux jeunes dès le plus jeune âge. Il y a bien plein de dispositifs qui permettent maintenant à des jeunes d'entreprendre. Bon, si en effet de faire carrière, de plus en plus, c'est d'être aligné, pleinement aligné, au-delà du prestige de la fonction et des diplômes. Je pense que oui, ça peut le faire, et notamment au sein de cette économie sociale et solidaire. Qui a encore besoin de faire sa mue et d'arriver à maturité, mais qui, à mon avis, peut être un vrai beau vivier d'accomplissement, d'épanouissement pour plein de talents qui veulent à la fois aussi gagner leur vie, parce que je pense que on peut travailler pour l'intérêt général et bien gagner sa vie. Malheureusement, c'est pas encore tout à fait le cas, mais je pense qu'il faut qu'on y travaille et en même temps avoir un impact sur la société. Donc hyper optimiste, en tout cas moi j'entends beaucoup d'optimisme et ça nous fait penser à, on a reçu Yannick Roudeau sur Tipping Point et qui nous disait dans 15-20 ans, lui il est persuadé que une personne qui aura réussi sera une personne dont le business contribuera à réparer le monde, une personne qui vivra dans une frugalité assumée et qui sera dans la joie et la gentillesse. Et tu en as parlé au tout début de cette joie, de gentillesse, de cette bienveillance, de cette bonté. Donc c'est réaliste et optimiste. Oui, je pense que il a raison et sur toute la ligne. Et c'est vrai que la notion de bienveillance, c'est vraiment la valeur clé de cette économie-là. Donc on y croit en effet. On a une question totem, Sylvain. C'est quoi ta définition du leader ? C'est pareil. Je pense qu'il peut être, pour moi le leader, et on a interrogé du coup 35, 36 dans ce livre. C'est justement des personnes en qui on peut justement se reconnaître et qui, quel que soit le secteur dans lequel ils se trouvent, tracent un sillon, en tout cas une voie pour d'autres. Voilà. Et typiquement, c'est pareil, hein, il n'y a pas besoin quel que soit le statut social, quelle que soit la position en effet dans la société, on voit que et du coup, ouais, ces leaders, c'est peut-être des personnes qui sont justement allés un peu plus vite que d'autres dans la définition de leur raison d'être et qui ont ce talent et cette capacité d'embarquer avec eux autour de cela parce que d'autres s'y reconnaissent. Voilà. Je pense que c'est ceux qui ouvrent la voie, les courageux qui défrichent et qui ont réussi à faire justement de chaque peur une envie, et des personnes qui sont profondément ouverts au dialogue et à la rencontre, sensibles au monde et aussi
à ces grands enjeux. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est celui qu'on va suivre, qui justement, qu'il attire avec lui 2 personnes ou 200 000, peu importe, mais c'est ça un leader. Sylvain, est-ce qu'il y a des livres, des lectures que toi tu recommandes justement pour s'inspirer, pour les personnes qui ont envie de faire un peu bouger les choses et qui ont envie d'aller chercher un peu d'inspiration? Ouais, bah après nous, c'est vrai qu'en ce moment, il y en a, je pense à Flora Gebali, Ma génération va changer le monde, qui est sorti quasiment en même temps que Nos raisons d'être. Et bah voilà, je pense que c'est pareil, c'est un bonbon. Ça rafraîchit beaucoup dans cette période. Justement, où elle explique comme nous un peu qu'elle y croit déjà, que en effet, il y a vraiment toute une dynamique qui se met en place avec cette jeune génération qui prend sa part aux grands changements de société, qu'il faut leur laisser les moyens de le faire. Et quand justement on l'écoute, on a vraiment envie de lui laisser justement les rênes, et c'est une grande difficulté, hein, de donner toute sa place à la jeunesse dans les grands changements qu'elle va devoir elle-même prendre part. Et puis ouais, il y a cette idée aussi de réconciliation, c'est qu'elle croit aussi au monde, à la transformation du monde de l'entreprise. Donc c'est un livre qui nous a obligatoirement plu. Voilà, je pense obligatoirement sur nos sujets les livres notamment de Pascal Demurger, L'entreprise sera politique ou ne sera pas, parce que ce qu'on est en train d'affirmer justement, c'est que l'entreprise doit jouer tout son rôle dans la cité, pas au sens politicien du terme, mais au sens vraiment politique, au sens noble du terme, sa capacité à organiser la cité, à être vraiment à s'intéresser à ses parties prenantes. Voilà, je pense que c'est Sarah Durieux aussi qui a écrit un livre, justement la dirigeante de Change Power, qui a écrit un livre sur justement la société et cette capacité à devenir des activistes. Je pense que c'est des livres assez récents. Moi, obligatoirement, on y est très très attentif. Je crois que c'est 3 livres que je pourrais conseiller et qui sont dans la droite ligne de ce que nous on a pu faire avec Cyrielle. Bon, génial. Merci 1000 fois Sylvain. Est-ce que tu as un dernier mot ou une dernière chose qui est importante pour toi et que tu veux faire passer ici? Non, vous remerciez vous, parce qu'en fait, pour le coup, on partage la même raison d'être, et quand vous permettez justement à des leaders, entre guillemets, du coup, de s'exprimer, vous faites en effet la même chose que nous. C'est un engagement qui est extrêmement fort. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, pareil, ce qui caractérise en fait les fameux changemakers qu'on évoquait, le fait que vous soyez extrêmement bienveillant vis-à-vis de nous, le fait de nous mettre à l'aise, d'être sensible justement aux autres, et d'essayer de aussi parfois de passer au-delà des. C'est quand même une preuve d'humilité extrêmement forte que d'accepter de donner la parole, et vous le faites parfaitement. Donc voilà, un grand merci à vous deux surtout, et puis ravi de pouvoir continuer des projets comme ça ensemble ou en parallèle pour essayer d'œuvrer à notre échelle chacun pour ce monde-là dont on rêve pour le coup. Avec grand plaisir Sylvain, et je crois que tu fais bien la démonstration qu'on a besoin de relier les choses et de pas les opposer, et on a cette vraie envie d'œuvrer ensemble, et la cause elle est commune, hein, c'est au service du vivant tout simplement, et qu'on soit collaborateur, citoyen, militant, papa, jeune débutant dans la vie, jeune cherchant du travail. En tout cas, cette mission-là, elle est commune et on la partage, et on peut chacun œuvrer à notre échelle, sur notre territoire, mais de manière commune. Donc ce rêve-là, mais qui en fait est un rêve, comme tu le dis, qui est très très concret et très pragmatique, on le partage ensemble. Merci aussi de redonner, tu as beaucoup parlé de la jeunesse, c'est aussi très important pour nous, parce que tu le dis, on l'entend pas souvent, c'est protéiforme la manière qu'elle a de s'engager aujourd'hui, et c'est des vraies questions qu'on se pose aussi. Donc voilà, 1000 merci.
Et on mettra le lien du livre qu'il faut absolument acheter. Nos raisons d'être. Non, parce que c'est un vrai travail, mais un bel engagement aussi en écrivant ce livre-là. Il est absolument génial. Enfin, il se lit très très bien. Il y a du fond. Enfin, c'est vraiment, moi, c'est le dernier livre que j'ai lu qui m'a transportée, ou en tout cas dans lequel je me suis reconnue et qui m'a donné des idées aussi et des envies pour agir. Donc, achetez-le, lisez-le, prêtez-le vous. On peut nous-mêmes l'envoyer. Voilà. Ouais, je vais juste ajouter un grand merci parce que tu as rappelé un message qui est hyper fort. C'est tout est possible et que le plus grand talent que l'on puisse avoir, c'est l'envie. Pour tout ça, un grand merci, Sylvain. Merci à vous et à très bientôt. À bientôt. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt!